Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes très heureuses et heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui messieurs James Cohen et Olivier Maillot autour des élections états-uniennes qui ont eu lieu récemment. Elles ont apporté une forme de soulagement dans la mesure où Trump ne sera plus président d'ici quelques mois, remplacé par un Biden, certes peu sympathique et que l'on peut tenir pour un adversaire politique. Tout d'abord, je tiens, au nom de la Société Louise Michel, à remercier nos conférenciers qui ont accepté notre invitation. Et ce, malgré les précipices multiples causés par la crise sanitaire qui a rendu les conditions de cette rencontre précaires. Nous regrettons bien sûr notre rendez-vous habituel dans notre cher lieu dit à Belleville, où les conférences de la Société Louise Michel se tiennent habituellement. Monsieur Cohen est professeur des universités à la Sorbonne Nouvelle. Il a publié notamment à la poursuite des illégaux, politiques et mouvements anti-immigrés aux États-Unis, paru aux éditions du Croquant. Monsieur Maillot est attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Poitiers. Il a co-dirigé avec Christine Brison et Elodie Gamache de l'université Sorbonne Nouvelle le numéro de la revue Texte et Contexte sur les femmes américaines entre féminisation du politique et politisation de l'intime. Il paraîtra la semaine prochaine. À dire le vrai, avec un parti démocrate très à droite, un Sénat républicain et une Cour suprême conservatrice, on a l'impression qu'il n'y a que peu d'horizons. Il est donc utile d'être attentif aux événements américains pour y chercher des raisons d'espérer. Car, et je ne fais que reprendre l'intitulé de l'intervention de M. Cohen, il y a l'émergence d'un espace politique durable de gauche aux États-Unis. Et il y a aussi des organisations et des mouvements qui se construisent dans la perspective de la durée. Plusieurs indices permettent de dire que cet espace de gauche va continuer à s'élargir dans les années à venir. La première intervention par M. Cohen abordera donc ces sujets. En effet, plus de 7 ans après les débuts du mouvement Black Lives Matter, les mobilisations contre les violences faites aux Africaines américaines et aux Africains américains ont connu un nouvel essor suite au meurtre de George Floyd, dont le long étranglement par un policier a été filmé pendant plus de 8 longues minutes. On sait comment elles ont trouvé en France un large écho, alors même que la mort d'Adama Traoré dans les mains de la police continuait de témoigner du déni de justice, trop souvent la règle lorsque le crime est policier. Cependant, le cas états-unien demeure spécifique. Monsieur Maillot évoquera à la fois la situation des Africaines américaines et des Africains américains et les mobilisations qu'ils ont menées, ainsi que les enjeux soulevés par la dernière campagne électorale. Il interviendra dans un second temps. Et il y aura un moment de débat pendant lequel le public pourra évidemment intervenir pour poser des questions aux conférenciers et éventuellement enrichir le débat par des remarques et des éléments nouveaux. Par ailleurs, nous regrettons l'absence de Madame Christine Brison, maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, qui devait nous parler de la force de frappe des femmes américaines en 2020 et qu'en ce sens, le futur ne pourra qu'être féministe. Malheureusement, la nouvelle date de la conférence ne correspondait pas à l'agenda de Madame Brison. Je vous souhaite donc à tous et à tous une très bonne conférence. Nous nous reverrons au moment du débat et je laisse la parole à Monsieur Cohen qui sera suivi de celle de Monsieur Maillot. Je voudrais d'abord remercier Olivier Maillot de m'avoir invité à participer avec vous à cette rencontre et je suis ravi de m'adresser à la Société Louise Michel qui a pour ancêtre donc le SPRAT dont j'ai fait partie dans les années 93, 14, 15 par là. C'était des soirées de débat inoubliables et je ne sais pas si on va essayer de reconstituer un peu cette ambiance de bar à vin du 11e arrondissement ou du lieu-dit. En tout cas, on va avoir, je crois, les conditions d'un bon dialogue critique.
je vais partir du principe que le public que vous êtes est déjà assez bien informé sur la situation aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de vous expliquer qui est Bernie Sanders et qui a mené des campagnes présidentielles en 2016 et en 2020. Je n'ai pas peut-être besoin non plus de vous expliquer qui est Alexandria Ocasio-Cortez, la jeune députée démocrate, mais penchée beaucoup plus à gauche. En tout cas, vous avez déjà compris qu'il se passe quelque chose, que le paysage politique aux États-Unis est en train de changer, non seulement à cause de Trump et du choc Trump, et qui est l'expression la plus avancée, disons, de la radicalisation à droite du Parti républicain, mais aussi parce qu'il y a un pôle de gauche qui émerge et qui est en train, je pourrais presque dire aujourd'hui, de se consolider. Peut-être que ce dernier verbe est un peu excessif à ce stade, mais bon, il y a des signes plutôt prometteurs que je vais essayer de vous le prouver, je ne sais pas, mais en tout cas, vous donner quelques pistes à explorer. J'ai grandi aux États-Unis, je m'identifie comme étant à gauche d'une manière ou d'une autre depuis 50 ans, depuis juste après 68, parce que j'étais un peu jeune pour ça en 68, mais de mon vivant, je n'ai jamais vu une chose pareille aux États-Unis. Je pense que les traces laissées par la nouvelle gauche, ce qu'on a appelé la nouvelle gauche ou les nouvelles gauches des années 60, 70, ces traces-là sont visibles dans ce qu'on voit aujourd'hui, mais je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, et je pense qu'il y a aujourd'hui une possibilité concrète de construire des organisations de gauche beaucoup plus mûres et beaucoup plus efficaces que ce qu'on a vu dans les années 60. Donc, je vais construire mon exposé autour d'une thèse que je peux résumer ainsi. Malgré plusieurs facteurs a priori très défavorables, et il y en a, ça ne manque pas, ce pôle de gauche de la vie politique américaine qui a commencé à prendre forme et à devenir nationalement visible avec la première campagne présidentielle de Sanders en 2016, eh bien, ce pôle existe, il est en pleine croissance, en pleine construction, et il est en train de devenir une force politique qui aura une vraie importance dans les années à venir. Cette gauche émergente a déjà de l'influence, ces idées de réforme sociale à propos de la santé, à propos de l'éducation, à propos de l'écologie aussi, plaisent à beaucoup de monde au-delà des rangs de la gauche proprement dite, de la gauche démocrate ou la gauche plus à gauche encore. Donc, il y a une influence. Bernie Sanders pouvait revendiquer à juste titre, après son départ de la course présidentielle en 2020, d'avoir, avec les idées de sa campagne, atteint une sorte d'hégémonie dans la mouvance démocrate. C'est-à-dire qu'il y a, franchement, il y a carrément une majorité d'électeurs démocrates qui partagent des idées de gauche. Donc, il y a une influence, mais plus d'influence, je dirais, pour l'instant, que de vrai pouvoir. Il y a des morceaux de pouvoir et des places de pouvoir qui sont des tribunes intéressantes, mais je pense que cette gauche dont je vous parle aujourd'hui ne va pas se contenter d'être réduite à jouer un rôle de témoignage ou de tribune. C'est une gauche qui se construit sérieusement et pas seulement par le haut, par les leaders de talent comme Alexandria Ocasio-Cortez et la bande de représentants au Congrès qu'on commence à connaître autour d'elle, mais aussi par le bas, comme on va le voir. Il y a un volet mouvement de cette gauche qui va de pair avec le volet politique de manière assez inédite. Donc, dans ce pays où pendant très longtemps on s'attendait à voir tout sauf un vrai pôle politique de gauche, internationalement, les commentateurs d'actualité américaine ne vont jamais regarder vers là parce que c'est jusqu'à maintenant pratiquement invisible. Depuis 2016, un peu moins, même si on reconnaît toutes sortes de mouvements sociaux qui sont peut-être plus visibles internationalement que la gauche politique. Mais alors, bon, c'est tout simplement pour renforcer cette idée que le volet social et le volet politique vont très bien ensemble aujourd'hui.
ou en tout cas ont cette potentialité. Alors la gauche, je voulais énumérer d'abord une série de facteurs évidemment défavorables et même affreusement défavorables et qui a priori ne favoriseraient pas l'émergence d'une gauche pour ensuite enchaîner sur des facteurs qui me paraissent beaucoup plus favorables et les défis. Premier facteur défavorable qui a priori ne donnerait pas l'impression que la situation soit si favorable que ça pour la gauche, c'est d'abord tout simplement le courant autoritaire incarné par Trump et le fait que cet autoritarisme ne va pas disparaître comme par magie du Parti républicain et du paysage politique avec Trump. Trump et le Parti républicain trumpisé, si on peut dire, maintiennent leur score à l'échelle nationale. Vous avez sans doute vu que même si Biden a battu le record historique du nombre de voix reçues par un candidat victorieux, Trump a battu le record de tous les temps du candidat défait. Et il y a donc un maintien du score Trump à beaucoup d'endroits. Les républicains se renforcent par endroits, gagnent des sièges à la Chambre des représentants. On ne sait pas encore exactement combien, mais ça va être un peu plus de 10. Les démocrates en avaient repris 40 en 2018 et en repèrent une dizaine maintenant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un gros élan démocrate comme les sondages le prévoyaient. Je ne veux pas perdre trop de temps à parler des problèmes des sondages. Il y a des experts pour ça, mais je pense que le vrai problème serait, on y viendra après, la sous-mobilisation malgré tout du Parti démocrate qui fait partie des obstacles. Oui, j'en venais donc à parler des démocrates. Biden a battu Trump, même si Trump n'admet toujours pas sa défaite, mais les démocrates nationalement, à d'autres échelons du système électoral, n'ont pas gagné du terrain. J'ai déjà parlé de la Chambre et il y a aussi le problème du Sénat qui n'est pas encore résolu pour les démocrates qui prévoyaient de gagner une courte majorité au Sénat, mais ils vont finir au maximum avec 50 sénateurs et au minimum 48. Ce n'était pas ce qui était prévu. Les démocrates donc ont relativement mal mobilisé les électeurs, malgré les records, paradoxalement, malgré le record battu en termes de pourcentage des électeurs potentiels et malgré le record battu en termes d'électeurs en termes numériques, 160 millions d'électeurs, vraiment du jamais vu, et il y a un taux de participation de 66% qui ne s'est pas vu, semble-t-il, depuis 1900. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les démocrates n'ont pas fait grand-chose pour mobiliser des couches populaires qui avaient une énorme potentiel de mobilisation. Sauf là où les candidats de gauche ont fait des efforts pour toucher, sauf là où des candidats de gauche avaient gagné des primaires et fait autrement leur campagne. Mais à l'échelle nationale et dans la majorité écrasante des circonscriptions, pour le Congrès, la stratégie des démocrates a consisté à tout miser en termes d'investissement et de marché médiatique. Ils ont tout misé sur les suburbs, sur les zones pavillonnaires extra-urbains, pas tout à fait périurbains, mais autour des villes, où les gens qui votent de plus en plus massivement démocrates. Il y avait un très fort courant de rejet de Trump, qui a même englobé quelques électeurs républicains, un tout petit nombre, mais il y a des circonscriptions qui ont été perdues par absence d'une stratégie plus populaire que ça. Et ensuite, alors un exemple absolument éloquent, c'est l'exemple de la frange sud du Texas, où il y a c'est une zone très fortement peuplée du Texas. C'est une zone où, dans certaines municipalités, vous avez 90-95% de Mexicains américains habitants.
souvent bilingues, et qui ont voté plus, vous l'avez entendu dans tous les médias internationaux, qui ont voté plus pour Trump, plus pour les républicains que d'habitude, alors que même Hillary Clinton avait un meilleur score dans ces populations, parmi ses électeurs en 2016. Qu'est-ce qui a pu se passer? Un indice, ce sont aussi souvent des circonscriptions où Bernie Sanders a eu du succès en 2016. En 2020, les primaires ont été tronquées par le Covid, mais il y aurait eu dans ces circonscriptions-là une possibilité de victoire à condition de mobiliser des classes populaires autour de revendications qui étaient autre chose que ce que vous avez entendu de Biden, c'est-à-dire je ne suis pas Trump, je suis un être rationnel, on va revenir à la science, à la médecine, soyez tranquille. Bref, cet appel de Biden, il faut dire, a marché, mais n'a pas permis aux démocrates de progresser ailleurs qu'à l'échelon de la présidence. Ce qui est une expression du poids, du caractère comment dire, du poids de la droite, de l'aile du Parti démocrate qu'on appelle l'establishment, l'aile qui dépend des grandes donations, et voilà, donc évidemment un obstacle majeur pour cette gauche émergente, c'est le Parti démocrate ou cette gauche à l'intérieur duquel cette gauche se mobilise en partie. On reviendra très certainement, je sens venir la discussion sur qu'est-ce qu'on fait encore là à l'intérieur du Parti démocrate, il faut qu'on en parle. Cette aile establishment du Parti démocrate continue, comme en 2016, à multiplier les attaques contre la gauche. La dernière en date, c'était un appel téléphonique qui a fait l'objet d'une fuite au lendemain des élections où des élus démocrates un peu mainstream, un peu côté néolibéral, se plaignaient de la gauche qui aurait coûté, selon eux, des voix aux autres candidats. Il y a eu une réponse immédiate et cinglante de Ocasio-Cortez. Je suis entièrement d'accord avec elle. Il n'y a aucune preuve que la gauche a coûté des voix aux démocrates. Je pense qu'il était surtout question d'une sous-mobilisation, comme je vous le suggérais, dans des quartiers et dans des couches sociales où les démocrates, entre guillemets, n'investissaient pas. Par ailleurs, les démocrates dont on parle se sont extrêmement mal battus ces derniers mois pour des mesures d'aide sociale et de soutien aux salariés et aux petites et moyennes entreprises, etc. Les mesures de soutien et de soulagement, de relief, comme on dit en anglais, il y en a eu tout au début, au mois de mars. Ce qui a caractérisé les démocrates au Congrès tout le long de cette période, c'est l'absence, même pas d'une stratégie audacieuse, mais d'une stratégie tout court. Les gens qui ont suivi la démarche de Nancy Pelosi, présidente, enfin, chef de la majorité démocrate à la Chambre, ont vu qu'il y avait une absence absolue de coordination, alors que côté républicain, il y avait une stratégie très, très bien pensé pour éviter au possible des aides sociales à part quelques aides énormes pour des entreprises amies de Trump. Alors, je ne viendrai pas tout de suite à la question de savoir ce que la gauche fait dans cette galère du Parti démocrate, qui apparaît parfois comme une vraie galère, à part conquérir des places, et on y viendra. Mais je pense qu'il ne serait pas inutile au passage de s'interroger sur le statut des partis politiques aux États-Unis, parce que une des clés de ce mystère des
du Parti démocrate, c'est qu'il est difficilement comparable, comme le Parti républicain, avec des partis politiques tels qu'on les imagine en Europe. Ce ne sont pas des partis qui ont des instances stratégiques qui s'inscrivent dans une continuité. Il n'y a pas d'instances de ce genre, il n'y a pas de cellules de réflexion et d'élaboration de programmes. Alors, ce n'est pas comparable du tout du point de vue au Parti travailliste anglais, où on sait qui dirige à un moment donné et quelle est la ligne politique. Dans le cas présent, les républicains et les démocrates, il n'y a pas d'autre ligne politique que celle du président en exercice. Et le programme qu'on présente en année électorale n'en est pas un. On l'appelle plateforme et non pas programme et pour cause. Alors, la gauche, à l'intérieur de cette mouvance démocrate nationalement, ne lutte pas contre un centre politique bien constitué. Il y a des intérêts bien constitués, il y a des intérêts, il y a les grands donateurs et ceux qui les reçoivent et les acceptent, mais en termes politiques, la gauche ne lutte pas contre un centre politique très constitué, démocrate, mais contre un truc mou, contre quelque chose d'assez informe. L'aile, pour reprendre les termes de Cornel West, l'aile néolibérale mais non fasciste de l'élite américaine, le Parti démocrate fait avancer ses pions par les grosses donations en faveur des candidats qui défendent les intérêts financiers. Mais la gauche qui émerge a un atout majeur qui a montré son efficacité dans le cadre de la campagne de Bernie Sanders et à beaucoup d'endroits localement sur le territoire, c'est que les candidats de gauche dont je vous parle, les militants de gauche, qui ne sont pas seulement candidats justement, mais qui sont toujours impliqués dans des mouvements, et c'est sur cette base qu'ils sont recrutés comme candidats, ne candidatent pas qui veut. Eh bien, ces candidats-là n'acceptent pas les grosses donations, tout comme Bernie Sanders n'acceptait pas des donations au-delà d'une certaine somme et surtout pas de certains intérêts de certaines entreprises. Il dépendait pour le soutien financier de sa campagne de beaucoup de volontaires apportant des petites sommes. Les candidats de gauche aux États-Unis font, comment dire, ils ont pour principe d'éviter de prendre, d'accepter de l'argent de la part de, par exemple, des promoteurs immobiliers dans des grandes villes comme Chicago. Il y a sur le conseil municipal de 50 membres, il y a actuellement 6 conseillers municipaux jeunes qui se réclament du socialisme, qui sont membres des Democratic Socialists of America, DSA, et qui n'acceptent pas ce type de soutien pour faire campagne. Ils dépendent, ils ont besoin d'argent pour faire campagne, mais par petites sommes et en menant des campagnes beaucoup plus proches des quartiers qu'ils entendent représenter. Les atouts donc de la gauche, j'y viens, à part ce principe qui est non seulement un principe de bonne conduite, mais également un atout politique. Là où la gauche a du succès, les candidats sont appréciés pour être incorruptibles et ne pas dépendre des grands intérêts. Autre atout, eh bien, la présence justement au Congrès de quelques élus qui ne sont pas encore très nombreux, mais qui ont une influence bien au-delà du petit nombre d'élus qui sont. On a dit et répété le nom d'Alexandria Ocasio-Cortez parce que c'est la plus jeune, la plus étonnante. Elle sort de nulle part, mais c'est une dirigeante politique assez habile et qui a des principes et qui ne recule pas du tout devant la direction démocrate lorsque il y a des batailles à mener. Donc, elle, comme elle a une voix qui porte,
un public nombreux qui apprécie. Il y a une influence qui a des effets dans les médias aussi, qui donne une présence, une visibilité, une audibilité, si ça existe en français, de la gauche de manière totalement inédite de mon vivant, en disant. Il y a donc à côté de Ocasio-Cortez dans cette catégorie d'élus, il y a la députée de Detroit, également membre des Democratic Socialists of America, Rashida Tlaib, issue d'une circonscription très ouvrière, très populaire. C'est exactement le type de circonscription que Trump veut, dont il voudrait annuler les bulletins. Dans son fantasme, c'est ces bulletins-là qui sont illégitimes et frauduleuses, mais en fait, c'était la marge de la victoire aussi de Biden. Autre, sans tomber dans l'anecdote, on peut nommer quelques autres personnes dont les parcours sont assez étonnants. Il y a un autre, alors il y a Ilhan Omar, qui est moins marqué socialiste, mais qui adhère à pratiquement tout ce que dit par ailleurs les autres élus de gauche. C'est juste une question de mots. Elle-même réfugiée somalienne, devenue citoyenne des États-Unis et élue dans une circonscription du Minnesota et qui porte de manière controversée, semble-t-il, un foulard. Et qui est le porte-voix de tous les réfugiés, immigrés, minorités et couches populaires aux États-Unis. C'est une femme étonnante, il faut l'écouter. Elle a son public, mais elle a aussi beaucoup d'ennemis et je ne sais pas combien de menaces de mort elle reçoit, mais elle est là, elle vient d'être réélue triomphalement. La quatrième de cette bande-là, c'est une députée de mon État, de Massachusetts, députée de Boston. Ce qui caractérise plusieurs de ces députés-là, des jeunes, c'est qu'ils ont remplacé dans des primaires, ils ont battu dans des primaires des démocrates beaucoup plus conservateurs et attachés aux grands intérêts, dépendants des grands intérêts. C'était le cas déjà de Alexandria Ocasio-Cortez, et aussi qui a fait tomber un grand éléphant, ou non, on ne dit pas un éléphant, mais on dit un baron peut-être du Parti démocrate en 2018. Et c'est le cas aussi du nouveau député qui va entrer en janvier, Jamal Bowman, ancien directeur d'école primaire, et qui s'identifie, je ne sais pas s'il est membre de DSA ou non, mais en tout cas, il s'identifie comme pas mal socialiste. Il est très à gauche du reste du Parti démocrate et il entend, avec ce petit groupe, mener des batailles dont on va entendre parler. Et lui aussi, il a fait tomber un député qui avait fait une dizaine de mandats de 2 ans et qui n'avait jamais depuis quelques années fait campagne dans sa circonscription. Il a perdu pour cette raison-là et il avait perdu tout contact. Et ce député-là, Eliot Engel, avait une place importante dans le personnel démocrate du Congrès, dans les commissions autour de politique étrangère et intelligence. Grand ami de l'État d'Israël inconditionnellement, bien que démocrate, il est tombé. Et Jamal Bowman le remplace. C'est un vrai signe des temps. Et quelques autres. Je ne vais pas les nommer tous, mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ces candidats ne surgissent pas de nulle part. Il y a des groupes qui sont là pour les recruter, qui forment des candidats, qui forment des candidats recrutés dans des activités de mouvement autour du logement, autour oui, c'est ça, des luttes contre des promoteurs et les élus municipaux sous l'influence des promoteurs. Dans d'autres régions, on les recrute parmi des militants du mouvement de défense des droits des immigrés
il y a une candidate, une jeune, une avocate de 28 ans qui défend des immigrés comme c'est son métier, mais elle s'est présentée avec l'appui de plusieurs de ces groupes de recrutement de candidats dans une circonscription frontalière du Texas au sud, dans une élection primaire, donc contre un démocrate, tout ce qu'il y a de plus à droite, et même quasi trumpiste, un de ces démocrates texans qui était vraiment un adversaire politique. Et elle, avec son relativement peu de financement et avec ses 28 ans, et a quand même eu quelque chose comme 48% dans une primaire contre ce député qui repasse. Du coup. Mais il y a des candidats qui, même en perdant, se font des armes, s'ancrent dans des luttes locales et régionales. Et je ne dis pas ça pour développer un folklore autour de ça, mais je pense qu'on peut multiplier les exemples. Je pense que vraiment, par dizaines, par centaines, on trouve dans toutes les régions et même dans des régions tout à fait étonnantes des États-Unis, des régions qu'on suppose complètement dominées par les républicains. Il y a des luttes sociales qui traduisent l'émergence de cette gauche. Dans l'État de la Virginie occidentale, par exemple, les enseignants dans cet État-là et dans plusieurs autres États républicains ont mené en 2018-2019 des grèves. Il n'y a pas d'éducation nationale aux États-Unis, on mené des grèves pour obliger l'État à mieux reconnaître le travail et à revaloriser les salaires des enseignants, victorieusement dans plusieurs cas. Bon, alors, les groupes qui recrutent et qui forment les candidats, comment s'appellent-ils? Il y a déjà nommé Democratic Socialists of America, je vais en reparler. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Justice Democrats, qui est le premier groupe qui a recruté, repéré et recruté Ocasio-Cortez. People's Action, Center for Popular Democracy, CPD, Progressive Democrats of America. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Il y a également une organisation qui est là depuis longtemps et qui est dans cette famille-là, qui s'appelle The Working Party's Family, formée à New York dans les années 80, je pense, 70 même. Alors, là, je vous parle de politique au sens électoral et de recrutement de candidats. Je vous parle aussi d'articulation sur des mouvements et on peut dire aussi que des mouvements importants surgissent. En cette année 2020, Black Lives Matter s'est affirmé comme un mouvement qui, au plus fort d'une crise politique et au milieu d'une pandémie par-dessus le marché, mais en année électorale avec Trump en face, Black Lives Matter a battu le record historique de toutes les mobilisations de l'histoire des États-Unis. On compte plus de 20 millions de manifestants, de personnes qui sont descendues dans la rue dans quelque chose comme 500 villes. Il y a un article du New York Times qui résume ça très bien. C'est du jamais vu et cela a permis de faire remarquer qu'il y a Black Lives Matter a pas mal d'alliés qui ne sont pas noirs. Il y a vraiment une aile de cette gauche, pas une aile de cette gauche, mais il y a une des choses qui caractérise cette gauche dans les grandes villes notamment, ou dans des villes moins grandes, c'est qu'ils s'identifient totalement à Black Lives Matter. Ils sont révulsés comme les victimes potentielles elles-mêmes par le traitement discriminatoire et violent de la police, de l'emprise des syndicats d'extrême droite sur la police. Tout ça deviennent des thèmes qui se politisent du coup à une vaste échelle et que la nouvelle administration Biden et Kamala Harris vont devoir y trouver une réponse. On peut imaginer des rapports tendus. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais on laissera moins tranquille Biden que Obama sur ce chapitre. Obama face au problème des violences
policières et violences racistes surtout, a quand même créé un petit mécanisme d'enquête et de contrôle et de réglementation au ministère de la Justice, Department of Justice, sous Eric Holder. On n'est jamais allé très très loin avec ça, mais c'était au moins un début de réponse, alors que sous Trump, évidemment, c'était le refus et on envoyait plutôt des troupes. Avec Biden et Kamala Harris, il faudra vraiment voir comment ça se passe autour de Black Lives Matter et autour de son aile plus politique qui s'appelle Movement for Black Lives, que vous trouverez sur Internet. Il y a un courant qui nourrit la gauche dont je vous parle. Ensuite, il faudrait quand même que je vous parle, sans être trop long, du phénomène de Democratic Socialists of America, l'organisation déjà nommée plusieurs fois. Pourquoi? Parce que cette organisation a connu une expansion phénoménale en quelques années. C'est une organisation qui, pendant assez longtemps, a tourné autour de 5 000, 6 000 membres, avec une moyenne d'âge au-dessus de 60. C'était le cas en 2012. Mais il faut dire qu'à partir de l'année 2011, juste avant, le mouvement Occupy, depuis ce mouvement, il y a, je pense, visiblement à l'échelle nationale, un soif de changement qu'un mouvement sans projet politique dans la durée comme Occupy Wall Street ne pouvait satisfaire. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de mouvements éphémères comme ça, qui se manifestent et qui battent retraite après parce que ça dure quelques semaines et puis on perd le souffle. Cette fois-ci, il y a vraiment une génération de militants décidés à ne pas perdre le souffle, à ne pas se laisser dominer par le reflux du mouvement social, mais d'être là en accompagnement de manière beaucoup plus permanente. La campagne de Bernie Sanders en 2016 a éveillé un intérêt pour le socialisme, qui reste évidemment toujours à définir, mais avec Trump, il y a eu encore plus d'intérêt. Il y a, en termes de membres, Democratic Socialists of America connaît aujourd'hui, en novembre 2020, le dernier chiffre qui donne est de 85 000 membres. Et en seulement un mois depuis le début octobre, moins de 2 mois, 12 000 nouveaux membres. C'est-à-dire que cette expansion est absolument phénoménale. Le groupe va devoir passer un temps à absorber tous ces nouveaux membres, mais il y a toujours, je commence à connaître ça d'un peu près, chaque fois qu'on s'intègre dans cette organisation, ce n'est pas seulement pour payer une cotisation, mais aussi pour s'impliquer dans des mouvements là où on vit. Il y a aussi un volet électoral, ce n'est pas ce que DSA fait, ce n'est pas son activité principale, mais quand ils s'investissent dans une activité électorale, c'est avec beaucoup de sérieux. Et cette année, ils ont multiplié par 10, je crois, leur nombre d'élus. Il y avait une quinzaine que j'avais repéré, 15 ou 20. Maintenant, il y a 155 élus à tous les échelons du système fédéral aux États-Unis, dans 32 États. 73% des candidats qu'ils ont endorsed, qu'ils ont soutenus, ont gagné dans 32 États sur 50 et ils ont également soutenu avec succès des questions de référendum qui ont apporté en Floride, État pourtant républicain, comme on l'a vu, un salaire minimum de $15. Ça vient directement du programme de Bernie Sanders. En Oregon, dans la ville de Portland, ville très penchée démocrate, centre-gauche, en tout cas, Free Kindergarten, le jardin d'enfants gratuit. À Boulder, dans le Colorado, des militants de gauche ont poussé avec succès une initiative de référendum sur le principe de pas d'expulsion de logement. Bref,
protection de locataires dans d'autres villes. Dans une ville dans le sud du Maine, à Portland, dans le Maine aussi, je crois, et pas dans l'Oregon, l'autre Portland, on a soutenu une mesure qui prohibe, qui interdit l'usage de surveillance faciale. Oui, c'est ça le terme en français. Il y a ici et là des dizaines d'endroits, des victoires étonnantes. Il y a dans l'État voisin de Rhode Island maintenant une douzaine d'élus à différents échelons et leur présence commence à être visible. Ils rendent encore plus audibles les revendications de gauche qu'on commence à connaître à l'échelle nationale. Bien. Et pour en finir sur DSA, l'âge médian de l'organisation est passé de 68 ans en 2013 à 33 ans en décembre 2007. Donc, je n'ai plus besoin de dire, parce que je l'ai déjà dit, que leur atout n'est pas seulement dans le nombre, c'est aussi dans leur implication dans des luttes. C'est déjà dit. Quelques exemples. L'exemple d'un jeune conseiller municipal qui vient d'être réélu en 2019, je crois, au conseil municipal de Chicago, Carlos Ramirez Rosa, qui est un des 6 socialistes de ce conseil municipal, impliqué dans le mouvement pour le droit au logement, pour le logement à un loyer raisonnable, etc. Bon. Autre exemple qui est souvent cité, j'ai suivi de près certaines de ces campagnes et d'autres sont bien documentées dans ce livre que je brandis devant vous, de jeunes journalistes, eux-mêmes membres de DSA et de la tendance jacobine de DSA. Ils ont écrit un livre intitulé Bigger Than Bernie, plus grand que Bernie. Comment aller de la campagne de Sanders au socialisme démocratique, par Megan Day et Michael Utrecht. Et dans leur livre, ils développent l'exemple aussi de Jovanka Beckles, qui était candidate à l'Assemblée de l'État, l'Assemblée, ce qu'on appelle California State Assembly. C'est une des chambres législatives de l'État de Californie, dans une circonscription qui inclut un morceau de Berkeley, un morceau de Oakland, en face donc de la baie, en face de San Francisco. En 2018, elle a perdu d'un cheveu sa campagne, et elle a perdu vraiment d'une courte tête, mais en perdant les mouvements sociaux dans lesquels elle était investie et reste investie ont gagné. C'est-à-dire que c'est un type de militantisme qui essaye de semer même quand on perd les élections. Il y a cette question, et je pense que Olivier va l'aborder et on va peut-être en discuter après, on a déjà eu ce type de conversation. Il y a une réflexion et une action intéressante au sein de cette gauche dont je vous parle qui permet de combattre plus efficacement que d'habitude dans l'histoire des États-Unis les divisions provoquées par le racisme. C'est peut-être Trump qui a provoqué le choc qu'il fallait pour ça, je ne sais pas, mais on commence pour aller vite, à dépasser le faux dilemme race contre classe ou classe contre race, ou est-ce qu'il faut favoriser l'une sur l'autre, est-ce qu'il y a une primauté. Je pense qu'un des enseignements des campagnes de Bernie Sanders que ces jeunes militants de gauche n'ont pas oublié et qui marquent leur action, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre favoriser la diversité et tout le multiculturalisme qu'on veut, mais sans perdre de vue la nécessité de définir des objectifs communs qui apparaissent souvent comme des revendications de classe, mais qui ne sont pas que ça. Bref, il y a une dynamique unitaire et on se donne par la réflexion et par l'action les moyens d'une unité qui permet d'éviter la balkanisation classique. Voilà. Autre référence intéressante, Assad Haider, auteur d'un livre intitulé Mistaken Identity, Race and Class in the Age of Trump. Bon, je n'ai pas le temps de développer ça. En tout cas, voilà, la gauche dont je vous parle est probablement dans sa majorité une gauche très blanche aujourd'hui, mais qui a plus d'atouts que jamais pour
se joindre à un mouvement plus vaste, plus populaire et plus multicolore. Ça peut paraître extrêmement optimiste, ce que je vous dis, surtout au milieu de tant de désastres que nous affrontons. Mais je pense que les deux choses vont un peu ensemble et que nous allons vers une époque que Mike Davis, l'autre jour, a caractérisée comme une époque où les vents se lèvent et on n'est plus du tout dans la tranquillité. On va vers des turbulences politiques qui n'ont pas fini avec Trump. Il y a des républicains qui suivent derrière Trump qui peuvent être aussi terribles et même plus efficaces et plus calculateurs, on peut en parler aussi. Voilà, j'ai été un peu trop long. Très bien, très bien. Je passe très volontiers la parole à Olivier et puis j'attends la possibilité de discuter avec vous. Merci. Merci à vous. Voilà, il y a la Société Louise Michel pour m'avoir invité, à M. de Borjal et Mme Delay. Et merci à James Cohen voilà, pour sa présentation. Je pense que ça va nous permettre de dialoguer. Voilà, donc moi je vais plus m'intéresser sur voilà, donc, la situation des Africains-Américains dans l'année et puis dans la suite. Et avant de présenter cette situation, je vais essayer de préciser la façon dont c'est le plus souvent regardé en fait depuis la France. Alors, du point de vue d'un public de gauche qui s'intéresse aux États-Unis, il y a une fascination assez forte pour tout ce qui concerne de près ou de loin les mobilisations noires américaines et les droits civiques, le Black Power, etc. Alors, je pense que cette attirance, elle a plusieurs sources. Tout d'abord, au XXe siècle, les mobilisations africaines-américaines ont été les plus radicales, les plus visibles. Et, par ailleurs, elles se déroulent dans un pays qui est le centre du capitalisme et aussi au niveau symbolique. Donc, le mouvement noir, là-dedans, il a représenté la contestation la plus visible au cœur du système, d'où, je pense, cette fascination. Par ailleurs, il y a aussi une profusion d'images fortes, de photographies, d'affiches, qui font partie de notre imaginaire collectif, entre coupe afro et point levé, et donc ça participe au succès de cet thème. Alors, cet imaginaire, il a une histoire longue, depuis les années 30 et le procès de Scottsboro, et le mouvement Black Lives Matter, il a, une certaine manière, réactivé certains leviers et a fait écho avec ce passé. Alors, donc, je pense que voilà, c'est utile de prendre en compte cette fascination. Ça nous permet d'éviter certains raccourcis et certaines comparaisons trop rapides. L'actualité américaine, les crimes racistes et les violences policières nous renvoient sans cesse à nos injustices franco-françaises, celles du racisme, des quartiers marginalisés, de ce qu'on a longtemps appelé bavure policière, avec par exemple les mobilisations pour Adama Traoré. Ça a rendu palpable le rôle de modèle que la contestation américaine occupe souvent en France. Alors, donc, je vais essayer de vous proposer rapidement donc, la question des mobilisations noires américaines dans la situation de cette année électorale. Alors, pour commencer, donc, je voudrais rapidement rappeler leur situation, qui est spécifique. Alors, les États-Unis sont un pays construit par l'immigration. Des millions d'immigrants s'y sont installés et ont connu des hauts et des bas, mais en général, le passé migratoire fait partie de l'histoire de ces immigrés, mais pas de leur présent. Le philosophe et activiste Cornel West déclarait que parmi cette nation fameuse pour sa volonté d'oublier l'histoire, les Africains américains sont ceux qui ne peuvent pas oublier. En effet, les Noirs, qui sont parmi les premiers arrivés en 1612, continuent d'occuper une place particulière. Alors, ça n'est plus à l'arrière du bus, mais en tout cas, ça n'est pas en haut de la société. Alors, 27% vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté. Sur 2,3 millions de détenus aux États-Unis, 37% sont noirs. Alors, aujourd'hui, en fait, le nombre de personnes incarcérées a plutôt tendance à diminuer, mais proportionnellement, le nombre de Noirs incarcérés, lui, il augmente. Alors, par ailleurs, il y a toujours une forte ségrégation spatiale. Il suffit de voir passer dans les rues des États-Unis un groupe scolaire avec les enfants pour constater qu'on a l'impression qu'ils ont été réunis selon la couleur de leur peau. Ça reste toujours assez valable. Alors, cela pour dire aussi que des termes utilisés dans la traduction comme ghetto pour les banlieues françaises, faut comprendre que ça a un sens très différent dans le contexte américain et que les comparaisons ne sont pas toujours bienvenues.
Alors, dans cette situation, l'épidémie du Covid a servi de révélateur, si besoin en était. Le géographe américain radical Mike Davis parle d'un Katrina médical, en faisant allusion donc au cyclone Katrina qui, en 2005, avait montré à quel point les Noirs de la Nouvelle-Orléans avaient été abandonnés à eux-mêmes. Certains étaient parqués dans le, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Superdome, etc. Alors, selon les données de fin juillet, le Covid a tué proportionnellement 4 fois plus d'Africains-Américains que le reste de la population. Alors, des médecins avaient même tenté d'expliquer en juin ces données par le biais génétique, en revenant à une certaine forme de racisme biologique. Alors, bien sûr, l'explication, en réalité, elle est tout simplement sociale. Ils sont plus touchés parce qu'ils occupent des emplois qu'ils ont dû continuer à exercer durant le confinement, parce que leurs conditions de logement les rendent plus vulnérables, et puis parce que les cas de comorbidité, c'est-à-dire obésité, diabète, sont plus importants parmi eux. Et le Covid n'aime pas les pauvres. Et les pauvres, les États-Unis n'en manquent pas. Simplement, avant la crise du Covid, dans les rues de New York, on comptait 114 000 enfants sans domicile fixe ou mal logés. Alors, une famille blanche gagne en moyenne 2 fois plus qu'une famille noire, et le taux de pauvreté est aujourd'hui 3 fois plus élevé chez les noirs que chez les blancs, ce qui revient aux chiffres, aux valeurs des années 60. Alors, une autre conséquence, c'est qu'aujourd'hui, 54% des jeunes noirs achèvent leur scolarité secondaire, contre 75% des blancs. Alors, il y a aussi un taux de mortalité épouvantable chez les jeunes avant d'atteindre leurs 18 ans. Alors, malgré donc, cette épidémie, malgré les mesures de distanciation sociale, les États-Unis ont tout de même connu cette année la plus vaste mobilisation sociale depuis des années, donc avec la deuxième vague du mouvement Black Lives Matter. C'est déclenché, comme vous le savez, suite au meurtre quasiment en direct de George Floyd à Minneapolis, dont l'étranglement par un policier a été filmé pendant plus d'1 minute. Du point de vue des nombres de manifestants, c'est peut-être la plus grande vague de manifestations de l'histoire du pays, avec peut-être quasiment 26 millions de personnes sur l'ensemble du mois de juin. Alors, ce qui est marquant, c'est la façon dont des manifestations contre le racisme policier ont eu lieu non seulement dans les grandes zones urbaines et dans les quartiers noirs, mais également dans des dizaines de banlieues et de petites villes à majorité blanche. En une seule journée, par exemple, le dimanche 7 juin, à Détroit, il y avait 30 manifestations différentes, y compris dans des banlieues blanches favorisées. Ces manifestations donc, ont rassemblé bien au-delà de la population noire et beaucoup de très jeunes manifestants, y compris la mobilisation massive de la police, de la garde nationale et voire de la présence de l'armée, n'ont pas dissuadé les manifestants, pas plus, donc, comme je le disais, que le coronavirus. Les annonces successives de crimes policiers, ajoutées à l'attitude très provocatrice de Trump, ont déclenché cette colère. Alors, ce dernier, on le sait, a multiplié les provocations et insultes dans plus de 25 000 tweets, dont les cibles récurrentes sont la population noire, les migrants, les femmes, à commencer par les élus démocrates, dont Alexandra Ocasio-Cortez. Donc sa politique contre les migrants, peut-être que vous vous en souvenez, ça a été jusqu'à séparer les enfants de leur famille. Et cette année, il a inauguré sa campagne électorale à Tulsa pour fêter l'anniversaire des événements de 1921. Alors, en 1921, une foule d'émeutiers blancs avait attaqué le quartier noir de Tulsa, tué plus de 300 personnes et détruit plus de 1200 bâtiments en contraignant presque l'essentiel de la population noire de la ville à quitter cette ville d'Oklahoma, soit 10 000 personnes. Et Trump a, de manière très provocatrice, organisé son premier meeting de campagne, quasiment comme la date anniversaire de cet événement, 99 ans après. Alors, face au mouvement Black Lives Matter, sa réaction a été la menace de l'armée, avec un programme qu'il nomme la loi et l'ordre, ce qu'il prétend être la loi et l'ordre. Donc, le lendemain de la mort de Floyd, il avait déclaré, en reprenant une phrase connotée, celle d'un chef de la police de Miami en 67. Quand les pillages commencent, les coups de feu aussi. Alors, en 67, il s'agissait du mouvement pour les droits civiques.
Par ailleurs, dans une conférence téléphonique privée qui a fuité dans la presse, il avait déclaré en juin, vous devez les dominer. Si vous ne les dominez pas, vous perdrez votre temps. Ils vont vous écraser. Vous allez ressembler à une bande de connards. Vous devez arrêter des gens, vous devez juger des gens, vous devez les mettre en prison pendant 10 ans, et alors, vous ne verrez plus jamais ce genre de choses. Et vous devez leur faire savoir. Voilà, donc un discours musclé voilà, qui a fuité très facilement dans les médias, signe peut-être qu'il le souhaitait. Alors, il a rallié autour de cela sa base, Trump, pour le soutien de la police au nom du Blue Lives Matter. Il a placé un discours raciste donc, de la loi et l'ordre vraiment au centre de sa campagne et il a axé ce discours sur une des pires démagogies suprémacistes de l'histoire des États-Unis. Ces meetings ont réuni des partisans qui hurlaient pouvoir blanc, white power, et les manifestations publiques d'extrême droite ont été saluées au lieu d'être condamnées. Alors, des groupes armés paradent avec des tatouages comme RAWA, c'est-à-dire Racial Holy War, la guerre sainte raciale, et sont très visibles dans le Sud. Alors, dans le contexte de ces tensions croissantes, qu'est-ce qu'on peut dire de la victoire des démocrates? On va d'abord parler donc des liens entre le Parti démocrate et la minorité noire. Alors, vu de France, on pourrait penser que les Africains américains pencheraient naturellement le plus à gauche possible de la scène américaine. Mais ça n'est pas si simple. Donc, tout d'abord, il faut rappeler historiquement que le parti de l'abolition de l'esclavage, le parti de Lincoln, c'était les républicains, et que jusqu'aux années 30, les Noirs qui pouvaient voter, les quelques-uns qui pouvaient voter, soutenaient les républicains. Donc, ça n'est qu'à partir du New Deal, des années 30, que les votes noirs ont commencé à basculer vers les démocrates. Non que la politique de Roosevelt leur était particulièrement favorable. Au contraire, tout montre plutôt qu'ils n'ont pas tellement été aidés par les mesures gouvernementales. Mais l'attitude, les déclarations de Roosevelt et de sa femme Eleanor en leur faveur les ont gagnés au Parti démocrate et ils y sont restés fidèles depuis cette date. Alors, ça n'a pas empêché les politiciens démocrates du Sud de rester longtemps des partisans acharnés, bien sûr, de la suprématie blanche, le fameux Dixiecrat. Alors, cette année, lors des primaires démocrates, les électeurs noirs ont joué un rôle décisif. En 2016, Sanders avait largement échoué à les convaincre. Il avait l'image d'un représentant des Blancs libéraux du Nord. Il y avait eu plusieurs épisodes d'interpellation d'activistes de Black Lives Matter pendant lesquels Sanders était apparu très en décalage. L'exemple le plus connu, c'est en août 2016, 2 activistes de premier plan de Black Lives Matter ont occupé la tribune d'un meeting de Sanders à Seattle pendant plus d'1 heure et ont créé une grande confusion. Et surtout, cela a souligné en fait, l'incapacité de Sanders à réagir d'une manière positive pour essayer d'inclure leurs revendications dans sa campagne. Incapacité, je ne dirais pas, mais bon. Oui, enfin, en tout cas, manque de réaction, quoi. Maladresse. Voilà. Voilà. Donc, il a largement réfléchi. Alors là, je réponds par avance à James. Il a largement réfléchi à cet échec. Et lors des campagnes de cette primaire, il a véritablement pris en compte ses revendications. Et je laisserai M. Cohen préciser s'il le souhaite. Alors, dans cette primaire, le vote noir a fait pencher la balance en faveur de Biden. Avant le vote de la Caroline du Sud, Biden était très mal parti et Sanders menait la course. C'est le soutien d'un élu noir, Jim Clyburn, 80 ans, réélu depuis 30 ans dans sa circonscription, qui a été déterminant. À l'échelle du pays, finalement, ce sont à peu près 70% dans la primaire des électeurs noirs qui ont soutenu Biden. Alors, comment est-ce qu'on peut donc interpréter ce vote pour un candidat plutôt centriste? Alors, certains donc, pensent que ça serait le socialisme de Sanders qui empêcherait donc prétendument de prendre en compte les inégalités raciales, du fait qu'il ne penserait qu'en termes de classe. Alors, je réponds par avance, on peut dire que c'est faux. Hein. Il a beaucoup donc évolué depuis 2016. Il s'est mis à l'école de différents intellectuels, comme Cornel West ou comme l'économiste William Darity. Donc, il a, dans sa campagne, il a en fait adopté les termes de racisme systémique et il a ancré la spécificité, il a ancré la revendication des $15 par semaine dans la spécificité de l'oppression noire. Il a pris garde à faire d'une revendication universaliste un point qui touchait aussi particulièrement les salariés noirs. Alors,
Par ailleurs, il est aussi possible de se demander si ça serait le mot socialisme, qui aux États-Unis donc, a une connotation bien plus radicale que chez nous, qui n'aurait pas été le repoussoir qui a fait perdre Sanders. Alors, comme on le sait, depuis l'époque du McCarthyisme, le S-word, le mot socialisme, est un mot tabou. Certes, il y a eu une longue tradition du socialisme noir et du marxisme noir aux États-Unis, notamment avec Du Bois. Cependant, la population noire, elle est avant tout modérée et religieuse. Donc, pour expliquer ce soutien à Biden, je suivrai l'avis de Madame Sylvie Laurent, selon laquelle ce qui a compté avant tout, c'est la relation de Biden à la fois au Parti démocrate et à la minorité noire. Ainsi, Clyburn a déclaré « We know Joe and Joe knows us ». Nous connaissons Biden et Biden nous connaît. Le poids de la fidélité au Parti démocrate prime. Et c'est le vote, d'une certaine manière, de la sécurité, alors qu'il semblait le mieux placé pour l'emporter. Avec ces mots, donc, nous connaissons Biden. Clyburn désigne le représentant d'un parti qu'il présente comme un parti toujours fidèle aux Africains américains. De fait, toutes les institutions noires aux États-Unis sont investies par des élus démocrates. Et le lien avec la communauté est très fort. Ça va des aides sociales aux démarches pour faciliter une embauche, trouver un logement, tout ce qui permet, en fait, tout ce que permet la machine du Parti démocrate. Alors, si le parti donc, se souvient d'eux, alors logiquement, ils doivent se soutenir du parti. Et Biden est le représentant le plus officiel de ce parti démocrate. À ce compte-là, Sanders, il apparaît d'une certaine manière comme un outsider, lui qui ne faisait pas pendant longtemps partie du Parti démocrate. Donc, je dirais que c'est le pragmatisme qui l'a emporté, et le vote démocrate, il apparaît comme une sorte de pratique traditionnelle dans beaucoup de familles africaines américaines. Donc, dans la primaire, il ne s'agit pas de choisir telle ou telle nouveauté, mais de soutenir le parti. Par ailleurs, au sein de la communauté noire, un certain conservatisme social et religieux favorise des candidatures plutôt centristes. Alors, ça ne veut pas dire que Sanders n'a pas, lui aussi, reçu des soutiens, y compris au sein de Black Lives Matter et d'universitaires radicaux. Il y a plus de 100 universitaires qui ont publié une lettre en sa faveur, avec par exemple l'historienne Keeanga Yamahtta Taylor, avec Cornel West, mais bon, apparemment, ça n'a pas suffi. Donc, le moment de bascule, ça a été la primaire en Caroline du Sud. Donc, avant de discuter des résultats du vote Biden-Harris, je propose de faire une petite parenthèse à propos de la question du droit de vote. Comme on l'a vu depuis un an, et le feuilleton n'est pas encore tout à fait fini, un des axes de Trump porte sur l'organisation du scrutin d'une élection que, selon lui, on lui a volée. Donc, les registres électoraux, leur contrôle ont toujours été un enjeu. Et depuis que les Noirs peuvent voter, y compris dans les États du Sud, c'est-à-dire depuis 1965 et le Voting Rights Act, voter n'a jamais été aussi simple que cela. Depuis les années 2000, les attaques se sont multipliées pour désinscrire les électeurs des listes. Et très souvent, les Noirs américains sont les premiers touchés par différentes mesures de disfranchisement qui les privent du droit de vote, avec par exemple des désinscriptions pour ceux qui ne répondent pas à un courrier dans l'espace de quelques jours. Alors, en 2018, c'est l'État de Géorgie qui avait essayé de procéder à une révision de ses listes électorales pour en retirer jusqu'à 330 000 personnes. Et cette année encore, une large part de la campagne des candidats démocrates noirs de Géorgie, ça a été une mobilisation pour faire inscrire les électeurs. Alors, cette année encore, en Géorgie, toujours l'exemple, des files d'attente se sont formées avec parfois jusqu'à 10 heures pour parvenir à l'ordinateur qui enregistre le scrutin. Donc, pour dire que les électeurs qui étaient là étaient motivés. Alors, un autre aspect de ces obstacles, qui empêchent donc une frange quand même importante de la population de voter, c'est le système judiciaire. Ce système envoie en prison une large frange des jeunes hommes noirs. Les prisonniers ne peuvent pas voter et ceux qui ont été condamnés pour crime sont privés à vie de leurs droits civiques dans de nombreux États. En tout, ce sont près de 6 millions d'Américains qui sont déchus du droit de vote. Et les Noirs exclus sont 7 fois plus nombreux sont 7 fois plus exclus que le reste de la population.
parmi les Africains-Américains, 1 sur 13 n'a plus le droit de vote. En 1998, le Congrès avait voté l'interdiction pour ceux qui ont été condamnés pour une infraction liée à la drogue de bénéficier d'une bourse pour aller à l'université. Ça concerne des dizaines de milliers de jeunes, parfois pour la simple possession de marijuana. Toujours sous Clinton, le Congrès a aussi voté leur expulsion des logements publics financés par l'État fédéral. Plusieurs États ont aussi interdit aux condamnés de bénéficier de l'aide sociale, des bons alimentaires, etc. Alors, ces mesures bloquent avant tout l'accès du scrutin à des électeurs issus des minorités et des couches populaires. Alors, cette fois-ci, ça n'a pas empêché Biden d'être élu. Comme on l'a bien vu dans les médias depuis des mois, l'Amérique n'a jamais été aussi clivée, mais la ligne de partage qui sépare les électeurs républicains des démocrates n'est pas si simple que le combat de millionnaires contre des couches populaires ou des minorités. Parce que Trump n'a pas rassemblé uniquement, évidemment, les voix des millionnaires et des racistes. Une large partie de la base électorale de Trump est constituée de salariés, des couches populaires, sans doute sensibles aux préjugés racistes, mais aussi parfois écœurés par les prétentions du Parti démocrate à parler en leur nom, tout en menant, une fois qu'ils sont au pouvoir, une politique tout de même pour les plus riches. Alors, si on veut essayer de comprendre cette situation politique, je pense que ici, de réfléchir sur la situation des électeurs de Le Pen peut nous aider à mieux saisir cette configuration, on va dire. Alors, Biden peut jouer sur donc, ses origines populaires et sa modération, mais pour certains électeurs, son simple lien avec le Parti démocrate suffit à les faire fuir, parce que ce sont des gens en colère. Donc, pour la colère, ils se tournent vers Trump. Alors, donc, pour revenir aux électeurs noirs, comment est-ce qu'ils ont voté dans ces élections? Alors, ils auraient voté à 87% pour Biden, et avec une participation en hausse. Dans les comtés où Biden l'a remporté, il représente 39% de la population, alors qu'à l'échelle fédérale, il compte pour 12,7% de la population totale. L'exemple de la Géorgie, qui est donc un des swing states, dont le vote varie d'une élection à l'autre, est très éloquent. Les votes noirs y avaient été massifs en 2008, Obama premier mandat, en 2012, mais en 2016, il s'était effondré. Sans doute à la fois peut-être de la déception que représentaient les mandats d'Obama, mais aussi de la perte de confiance dans les possibilités que l'élection puisse changer en quelque façon la situation. Après donc, cette élection 2020, l'historien Papendai parle d'une demi-réussite quant au mouvement Black Lives Matter et au vote noir. Je cite, « Black Lives Matter n'a pas fait basculer des États historiquement républicains, mais a tout de même ramené dans le giron démocrate des États qui avaient basculé du côté de Trump il y a 4 ans. Michigan, Wisconsin et peut-être la Pennsylvanie. » Alors, donc, désormais que les démocrates sont de retour aux affaires, alors que penser donc de ce ticket Biden-Harris face aux questions donc, de discrimination et de racisme? Alors, donc, il faut rappeler d'abord que les mandats précédents des démocrates, Clinton, Obama, n'ont pas été spécialement toujours marqués par une politique favorable aux minorités. Sous Clinton, particulièrement, les attaques contre les plus pauvres ont été importantes et ont touché, par exemple, les mères noires isolées. En 1996, Clinton approuva une loi qui mettait fin à la garantie fédérale, qui datait du New Deal, d'apporter une aide financière aux familles pauvres ayant des enfants à charge. On prétendait qu'il s'agissait d'une réforme du système social et la loi portait l'intitulé trompeur de responsabilité personnelle et opportunité de travail. Donc c'est l'idée souvent entendue selon laquelle supprimer les allocations permettrait de renvoyer les gens au travail. Alors ça se heurte à un problème incontournable. Quand il n'y a pas d'emploi, ce n'est pas parce qu'on supprime les aides que les gens vont travailler. Alors au bout du compte, ces mesures, elles ont surtout eu comme effet de rendre la vie de nombreux pauvres plus difficile. Et donc il a été montré que c'est les femmes noires qui ont été les premières touchées, particulièrement en tant que parents isolés. Alors, Obama, sur ce terrain-là, ne s'est pas non plus distingué. Il a multiplié les discours pour demander aux Noirs de, je cite,
assumer leurs pleines responsabilités et il a repris de nombreux thèmes moralisateurs qui rejetaient la faute des problèmes sociaux sur les comportements individuels. Il a repris des discours conservateurs selon lesquels les Noirs refusent d'assumer leurs responsabilités. Alors, certains commentateurs ont, dans cette période, prétendu que s'ouvrait une nouvelle ère post-raciale. Ils justifiaient les attaques en fait, contre les politiques spécifiques et les différentes formes d'affirmative action. Alors, face à ces discours, les responsables nord-américains qui utilisent aujourd'hui des arguments sociaux, des termes d'analyse sociologique, ils sont souvent accusés en fait de jouer la carte de la race, playing the race card, ce qui signifie que, soi-disant, leur seul argument, ça serait de se poser en fait en victime. Donc, alors malheureusement, une partie de tout ce discours sur la responsabilité individuelle, il est très largement diffusé et il est y compris repris par une partie du public nord-américain sous la forme en fait de l'accent mis sur l'éducation, c'est-à-dire qu'une partie des parents rejette la faute, si vous voulez, des difficultés sociales sur des mauvais parents, sur des parents qui éduquent mal. Alors pour illustrer donc ce thème donc d'une société post-raciale, on peut citer l'avocat de Trump dans cette campagne, Giuliani. Je cite: « Je trouve très décevant que vous ne mentionniez pas que 93% des Noirs tués en Amérique le sont par d'autres Noirs. Pourquoi ne réduisez-vous pas ces crimes pour qu'on ne soit pas obligé d'avoir autant de policiers blancs dans des secteurs noirs? Les policiers blancs ne seraient pas là si vous ne passiez pas 70% du temps à vous entretuer. » Voilà, donc le genre de discours de la responsabilité individuelle et de rejeter la faute qui sont alimentés depuis des années. Alors, enfin, à propos des mandats d'Obama, on peut remarquer que le mouvement Black Lives Matter a démarré donc, précisément en 2014, précisément parce que les assassinats ne diminuaient pas dans cette période. Alors, donc, dans ce contexte-là, que peut-on espérer du départ de Trump? Alors, Biden sous Clinton, a participé, a soutenu cette forme d'hypercriminalisation des Noirs. Il s'est par exemple opposé au busing, c'est-à-dire la pratique qui consiste à proposer des ramassages scolaires pour permettre la mixité dans les écoles. Kamala Harris, elle s'est distinguée en refusant de s'immiscer alors qu'elle était procureure à San Francisco dans une bavure policière qui avait coûté la vie en 2015 à un jeune Mario Woods qui avait été abattu de 22 balles dans le dos et elle avait pris assez ouvertement le parti de la police dans cette histoire. Alors, donc certes, Biden s'est opposé à Trump en printemps dernier, il a dit son indignation face aux crimes racistes, mais il est prudent de penser que la suite dépendra de la capacité à se mobiliser de tous ceux qui veulent se débarrasser de cette haine raciste. Alors, face au racisme ouvert et revendiqué de Trump, on comprend que la politique du moindre mal est prévalue et que les électeurs aient d'abord comme objectif de le débarquer. Mais il faut rappeler que le moindre mal n'a pas été souvent moindre dans les mandats démocrates précédents. Alors, pour conclure, donc, il faut craindre que Biden ne déçoive aussi sur ce terrain et ne renforce les tensions. Malgré la gestion désastreuse de Trump de la pandémie, de l'économie, il conserve apparemment encore un large soutien. Et, la deuxième vague du mouvement Black Lives Matter représente un mouvement très très ample. On peut rappeler que donc, ça s'est constitué après 2014, suite au meurtre de Michael Brown à Ferguson, de Rick Garner à New York. Les manifestations de 2014 ne réunissaient que 10 000 personnes. Alors, cela dit, depuis cette époque, des noyaux d'activistes, des jeunes, se sont constitués, et ils ont subsisté, ils ont discuté de livres antiracistes, ils ont organisé de nombreuses activités dans leurs écoles, dans leurs communautés. Et cette année, ces petits groupes étaient prêts, avec des banderoles, avec des t-shirts Black Lives Matter. Et le mouvement a fait boule de neige, et ce sont des millions de personnes qui ont montré leur indignation. Est-ce qu'on peut comparer ce mouvement aux années 60 ? Alors, Black Lives Matter a réussi à rassembler pendant 2 semaines, sans doute, près de 20 millions de manifestants, mais je disais même 26 millions.
la quasi-totalité de ces manifestations ont été très pacifiques. Hein. Elles se sont produites en général dans les centres-villes, pas spécialement dans les quartiers pauvres. Hein. Alors, on a retrouvé dans ces manifestations des activistes des droits civiques, des églises, des membres du Parti démocrate et beaucoup de gens aussi sans aucune expérience politique. Mais ce qui est nouveau, c'est que dans les banlieues résidentielles, hein, où des jeunes blancs ont aussi organisé des manifestations. Alors, dans les années 60, il y avait certes aussi des blancs dans le mouvement, des étudiants de gauche, mais ils occupaient une place relativement marginale et la quasi-totalité des personnes mobilisées étaient des noirs. Il faut aussi remarquer qu'aujourd'hui, la population noire n'est plus tout à fait la même que celle des années 60. Il y a une petite bourgeoisie qui s'est constituée avec des professions libérales, des milieux d'affaires, des intellectuels, des artistes, etc. Elle est très présente dans le mouvement en cours, hein, comme de nombreux étudiants blancs, mus par leur générosité antiraciste. Et donc, Black Lives Matter, aujourd'hui, est un mouvement assez disparate et aux aspirations assez diverses. Les démocrates ont d'ailleurs bien compris qu'ils pouvaient essayer de surfer sur cette vague d'indignation. Voilà. Alors, s'indigner, c'est peut-être un début, mais voilà, ça ne suffira pas à changer, du point de vue du racisme et des discriminations, cette situation. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Alors, on va procéder maintenant au débat. Ma question est adressée à James Cohen. Vous nous avez dit que les candidats de la gauche sont incorruptibles. Je trouve ça très encourageant, mais je doute un peu, enfin, je pense que la formulation est un peu excessive. En tout cas, si c'était le cas en France, on le ferait. Je ne sais pas si c'est tout à fait le cas aux États-Unis, mais je trouve cette formulation un peu bizarre. En fait, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'autre option pour les gens de gauche que de faire de l'entrisme dans le Parti démocrate. Mais j'imagine quand même qu'il y a hors du Parti démocrate une expression de gauche. Donc, je ne comprends pas très bien. Alors, je ne sais pas très bien ce que veut dire gauche, du reste, dans ce contexte-là. James Cohen, vous ne l'avez pas défini. Vous avez dit que c'était un peu difficile à définir, mais donc vous ne l'avez pas défini. Mais je suis très étonné de ce rapport qui est fait directement entre la gauche et le Parti démocrate, alors qu'on sait bien que le Parti démocrate est un parti, par exemple, libre-échangiste. Vous n'avez pas posé la question qui, moi, me paraît intéressante, que Trump a posée en tout cas, et qui est très intéressante pour les États-Unis et pour l'Europe aussi, le débat entre protectionnistes et libre-échangistes. Parce que finalement, donner le pouvoir à Biden, c'est aussi redonner des espoirs à la bourse de New York, par exemple. On l'a vu, la bourse a très très bien supporté son élection. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair là-dessus. Voilà. C'est ma question donc, à James Cohen. Le rapport entre la gauche qui fait de l'entrisme dans le Parti démocrate et qui, d'après ce que vous dites, ne peut pas vraiment faire autrement, et la question libre-échangiste contre protectionniste. Et voilà. Donc je trouve. Et puis, qu'est-ce que c'est que la gauche? Qu'est-ce que vous appelez finalement la gauche américaine? Pour moi, ce n'est pas très clair. Alors, où commencer? Alors, je pense que je n'irai pas jusqu'à dire que le seul espace possible de la gauche émergente, c'est le Parti démocrate, mais il se trouve qu'il n'y aurait pas d'existence électorale du tout sans la possibilité d'investir cet espace. Et comme je le disais aussi, ce n'est pas un parti qu'on peut définir par une ligne politique très précise. Il y a des espaces à investir pour qu'on y mette les moyens militants, les moyens financiers, mais financés autrement que par les méthodes habituelles des démocrates plus, comment dire, au service du capitalisme. On ne serait pas là en train de parler de la gauche aux États-Unis s'il n'y avait pas eu cet effort couronné plutôt de succès de Bernie Sanders de mener une campagne nationale dans les primaires présidentielles de 2016 et de 2020. En 2016, il a gagné 22 des 50 primaires et il a créé un espace qui est devenu en même temps un espace de mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé en ruine, un peu comme la campagne d'Obama. Obama n'a pas renouvelé ni permis au Parti démocrate même de renouveler son réseau de contacts qui ont permis ces 2 victoires électorales, alors que dans le cas de Bernie Sanders, il y a quelque chose qui les gens qui sont investis là-dedans comprennent l'intérêt qu'il y a à garder ces liens au-delà des échéances électorales. Un des défauts de cette gauche, je n'ai pas eu le temps de parler aussi des faiblesses que j'aperçois, mais une des faiblesses a été
noté plusieurs fois ces dernières semaines par Mike Davis, qu'on a souvent cité ici, qui dit que, et il n'a pas tort, que cette gauche n'est pas suffisamment branchée sur les affaires internationales. Il y a des spécialistes, il y a des gens remarquables, mais à l'échelle de cette gauche émergente aux États-Unis, il n'y a pas une grande conscience internationale comme il devrait y avoir. Ce qui permet, ce qui ouvre des boulevards pour des gens comme Trump qui vous parlent de protectionnisme, mais qui mettent en place autre chose que la protection des droits des travailleurs comme il le prétendait. La gauche donc émergente n'en est pas encore, je pense, au stade de pensée suffisamment grand pour imaginer qui serait son secrétaire d'État et qui son secrétaire de commerce et comment on gouvernerait le pays à l'échelle planétaire. Ces discussions existent, mais ça reste à mûrir. Quand on parle, alors je disais à l'instant que c'est le terme socialisme qui reste le signifiant qu'il faut définir. Je crois que nous sommes tous dans ce débat aux États-Unis. On y est beaucoup plus installé que d'habitude. Je pense que Olivier n'a pas tort de dire qu'il y a un refus de la notion de socialisme dont Trump a essayé de profiter. En désignant tous les démocrates, même les plus modérés et les plus à droite, comme des socialistes ou comme prisonniers ou otages de l'extrême gauche antifa, je ne sais quoi. Bon, mais néanmoins, il y a des contre-tendances importantes. Néanmoins, il y a des sondages ces dernières années, plusieurs, qui montrent que des jeunes sont de plus en plus méfiants du capitalisme, de plus en plus ouverts à une discussion sur ce que pourrait être un socialisme démocratique. Je pense que on est dans une dynamique qui permet cette discussion, alors qu'avant, on n'y était pas. L'existence même d'une telle mouvance est tout ce qu'il me faut pour dire qu'il y a une gauche émergente. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question dont vous n'avez pas parlé, je ne sais pas d'ailleurs si elle a été très présente dans le débat aux États-Unis, c'est quand même la question des guerres et de la guerre. Pour nous, quand même, en France, c'est quand même très important de savoir si ces présidents sont guerriers, si c'est des faucons qui sont au pouvoir ou pas. Or, la question Trump, quand même, malgré tous ses discours, n'a pas déclenché de nouvelles guerres. C'est quand même assez exceptionnel du point de vue de l'histoire des États-Unis qu'un président qui ne déclenche pas de guerre. Comment les démocrates, Biden, est-ce qu'ils font partie, est-ce que Biden fait partie plutôt des tendances faucons, comme on disait à une époque, de ceux qui étaient très interventionnistes à l'étranger, ses conseillers en la matière, est-ce qu'ils sont plutôt du côté des faucons? Et comment est-ce que cette question de la guerre, elle se pose aujourd'hui aux États-Unis, sachant quand même que, je ne sais pas, je n'aurais certainement pas voté Trump si j'étais américain, mais je me serais beaucoup sans doute interrogé avant de voter Biden, sachant que Trump quand même est le président des États-Unis qui a le retiré pour l'instant et qui retire le plus de troupes, entre autres d'Irak et d'Afghanistan. Est-ce que cette question est discutée et comment la gauche américaine se situe-t-elle par rapport à cette question de la guerre? Je vais essayer de répondre brièvement. Je ne représente pas la gauche américaine, même si je suis membre d'une organisation qui en fait partie. Et je parle au nom vraiment de personne, mais je pense que vous avez absolument raison. La gauche, par définition, serait et contre les guerres et contre l'impérialisme et critique de l'Empire. La gauche telle qu'elle est s'arrache les cheveux en voyant que Trump a réussi à faire croire à une partie de la population qu'il est moins guerrier qu'en face. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a autant de bases militaires qu'avant, il y a autant de troupes pratiquement à l'échelle internationale stationnées ici et là sur la planète. Sous Trump, la guerre contre le Yémen est facilitée par l'alliance privilégiée avec l'Arabie saoudite. Trump s'est retiré de l'accord nucléaire iranien. Il n'est pas moins guerrier pour moi. Et Biden
étant de gauche, je ne peux pas vous dire que je fais confiance du tout à Biden dans le domaine de la politique étrangère. Au contraire, la critique est forte et radicale. Sur le Moyen-Orient, il fait partie pratiquement des inconditionnels de l'État, du soutien à l'État d'Israël, de manière moins extrême et moins vulgaire que Trump, mais il va dans ce sens comme la plupart des démocrates, mais avec une nuance. Enfin, on a bien vu que Obama s'énervait beaucoup des colonisations impulsées et sans relâche et les bombardements par Netanyahou, mais et a gueulé, et les relations étaient mauvaises, mais néanmoins l'aide structurellement, il y a un pouvoir structurel qui dépasse celui d'un président et qui a continué et qui fait de cette alliance, cette relation très spéciale États-Unis-Israël, quelque chose qui est très difficile à attaquer. Les seuls qui ont tenté de le faire se situent à gauche et sont en train d'avoir des succès inédits, au moins sur le plan symbolique. Il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus d'étudiants, de plus en plus de jeunes juifs, entre autres, et de toutes les confessions et sans confession, qui sont critiques de l'État d'Israël, et cette question commence à se poser aux États-Unis comme jamais avant. L'écart entre aussi le discours, voilà, c'est un peu ce que disait James Cohen à la fin, l'écart entre le discours, la campagne et la réalité des faits. Quand on regarde sur une perspective de 20 ans la politique extérieure, entre les faucons et les colombes, en réalité, structurellement, voilà, les aides américaines continuent de soutenir tel ou tel État. Ça ne change pas fondamentalement. Voilà. Alors, dans le discours de Trump, son discours sur son refus de l'interventionnisme, c'est plus un discours nationaliste qui consiste à dire « America first », au sens mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est un peu parfois un discours qui est le retour à l'isolation, qui est motivé par le nationalisme. Mais il ne faut pas prendre ça pour autre chose que du placement politicien, quoi, hein. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai 3 petites questions Vas-y. brèves à poser à James Cohen. Je les pose d'un front, comme cela peut-être Monsieur Cohen va donner une réponse synthétique. Concrètement, que reste-t-il du mouvement Sanders et comment l'organisation DSA se positionne-t-elle aujourd'hui, en fait, après les élections? Et la dernière question, en fait, dans le même sens, sur le mouvement BLM, en fait, a-t-il le moyen de peser concrètement sur le Parti démocrate aujourd'hui? Et ma dernière question sera pour Olivier Maillot. En fait, on sait bien que le mouvement Black Lives Matter, eh bien, en fait, est constitué de très nombreuses femmes et personnes transgenres qui militent, en fait, qui sont des militantes très actives au sein de ce mouvement. Et on sait bien également qu'il y a une affaire très lourde qui pèse sur Biden et qui remonte au 1971, qui fut une année très troublée par une jeune juriste, à savoir Anita Hill, qui a accusé Clarence Thomas de harcèlement sexuel et que Biden, à l'époque, a soutenu Clarence Thomas. À votre avis, quelle serait la position du mouvement Black Lives Matter, en fait, en connaissant de plus près l'histoire de Biden par rapport surtout à cette affaire, surtout qui quand même il a humilié 3 femmes qui ont témoigné contre Clarence Thomas à l'époque. Où en est le mouvement Sanders après les grands enjeux présidentiels? Alors Sanders reste sénateur. Sanders lui-même, c'est même pas la partie la plus importante de l'histoire. Sanders, c'est un sénateur vieillissant, mais encore très, très actif, qui lance parfois des initiatives, qui est une sorte de voix morale de la gauche, qui était candidat, semble-t-il, mais pas très sérieux, parce que Biden n'ira jamais le choisir, mais il se portait candidat au secrétariat du Travail, ministère du Travail, parce que si on mettait quelqu'un comme Sanders à la tête de ce ministère, il y aurait sans doute des possibilités de changer des règles, des réglementations qui ont à voir avec le droit du travail, le droit à la syndicalisation, etc. Bon, mais ça ne se fera pas parce que Biden ne veut pas effrayer
ce centre droit qui croit être sa vraie base. Bref, ce qui est plus important que le sénateur en personne, c'est le mouvement qu'il a semé derrière lui. Il y a ce livre que je vous montrais tout à l'heure, Bigger Than Bernie, plus grand que Bernie. Et je crois qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se mettre en place qui n'aurait pas pu avoir lieu sans ces moments fédérateurs des campagnes présidentielles. C'était des moments déclencheurs, c'est des moments de mise en contact avec des mouvements très différents. Une multiplicité de mouvements qui se sont rencontrés dans une campagne. Et là, je pense que, puisqu'on parlait d'Afro-Américains tout à l'heure, il y a un clivage d'âge au sein de la population afro-américaine de ce point de vue. Il y avait beaucoup de jeunes, pas nécessairement en Caroline du Sud, qui est un des États les plus réactionnaires de la planète, mais ou en tout cas des États-Unis. Ça, c'était un terrain beaucoup plus difficile. Pas étonnant si Bernie Sanders n'a pas eu plus de 100 000 voix dans cet État, mais quand même 100 000 pour la Caroline du Sud, c'est pas n'importe quoi. Mais les jeunes de Detroit, les jeunes de Philadelphie auraient plus voté Sanders que Hillary Clinton. Il y a un courant de sympathie qui fait que, bon, ce n'est pas là que vous allez rencontrer une réticence devant le mot socialisme. Au contraire, il y a un intérêt. En Caroline du Sud, c'est autre chose. Bon, Black Lives Matter, j'ai déjà partiellement répondu. C'est-à-dire que j'ai évoqué au passage une mouvance, une organisation un peu plus permanente que Black Lives Matter, qui à l'origine est une sorte de mise en contact par hashtag, etc. Alors qu'avec Movement for Black Lives, il y a une formulation de revendication, il y a un début de programme politique. On a entendu pour la première fois cette année la revendication « Defund the police », enlever du financement à la police. Alors, même si ce slogan a été stigmatisé par la droite comme quelque chose de très diabolique, justifiant l'envoi de police fédérale dans les villes pour réprimer les manifestants, eh bien, il y a quand même une discussion politique qui est en train de se mettre en place. Par defund, qu'est-ce qu'on entend vraiment? Le slogan peut choquer, mais quelles sont les priorités sociales d'une ville, d'une municipalité, d'un État quand ils financent sa police? N'y a-t-il pas des services sociaux qui sont mal tenus par la police et qu'il faudrait confier à des vrais services sociaux? Ce type de discussion va surgir un peu partout. Et malheureusement, on n'a pas fini la série terrible d'assassinats en question. Donc, ce mouvement sera malheureusement alimenté par ça. Et je pense qu'une discussion politique entre une gauche poussée par et accompagnant Black Lives Matter, cette discussion politique assez forte va avoir lieu avec l'administration Biden fatalement dans les années à venir. Je vais continuer sur l'histoire du Black Lives Matter, le Defund Police, là, arrêter les financements à la police. Voilà, c'est un peu ces débats-là, c'est ça qui aujourd'hui en fait divise et font ces questions-là qui font plus débat au sein de Black Lives Matter. Et certains craignant que le slogan Defund Police soit effrayant pour d'autres. Voilà, bon. Une des difficultés de Black Lives Matter, c'est le fait que il est assez difficile dans cette situation où il y a une police extrêmement agressive, etc. Il est assez difficile d'identifier des moyens d'avancer de façon assez nette sur ces questions, parce que par exemple les histoires de réforme de la police, il y a des villes. D'abord, il y a des villes où les chefs de la police sont noirs. Hein, il y en a plusieurs. Hein, il y a des villes où la population noire est très majoritaire, comme Birmingham, Memphis ou Détroit. Donc, il y a des villes où les chefs de la police sont noirs et puis depuis longtemps. Et le fait qu'il y ait des responsables locaux noirs, ça n'a pas forcément changé grand-chose à la situation. Il y a une ville comme Détroit, elle a connu 4 réformes de la police municipale, et c'est en très peu de temps, en quelques années, et malgré ces 4 réformes, il y a toujours des événements racistes, etc. Ça n'a pas, je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir autant d'enlisement sur cette question dans les années à venir que dans les années passées? Voilà, bon après, c'est mesuré, vous savez, la seule manière de le mesurer, pour l'instant, il n'y a que le Washington Post qui fait un relevé des meurtres, hein, parce qu'évidemment, ils ne sont pas faits au niveau fédéral, hein, les bavures policières ne sont pas recensées. Hein. Il a fallu que donc, le Washington Post
s'empare de ça en 2015 pour commencer un espèce de compteur. Donc là, c'est la seule manière qu'on a pour l'instant de quantifier le résultat. Voilà, mais en tout cas, c'est la difficulté à faire bouger les choses sur ce terrain-là qui est réelle. Hein. Notamment Minneapolis, qui est une ville démocrate, etc., avait visiblement pas de moyen de peser sur sa propre police. Hein. Ce n'était pas du fait des autorités municipales que la police avait cette attitude hyper violente. Alors, pour répondre à la question sur Black Lives Matter et voilà, donc déjà, faut rappeler qu'à l'origine, les trois fondatrices de ce mouvement, elles ont repris un slogan qui datait des années 80. Donc, c'est Alicia Garza, Opal Tometi et Patrisse Cullors ont dès le début affiché leur soutien au mouvement LGBT. Alicia Garza, qui est sans doute la figure la plus importante, affiche une identité queer. Voilà. Donc, ce sont des femmes qui prennent en compte la question homosexuelle. Donc ça change quand même pas mal de choses par rapport à ce qu'étaient auparavant les organisations noires américaines. C'est quand même quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est toute une génération, voilà, qui est, comme le disait James Cohen, c'est toute une génération de jeunes, etc., qui sont pas du tout sur, en effet, les référents conservateurs traditionnels de la population noire, qui sont sur des choses beaucoup plus modernes et urbaines, on va dire. Donc ça a beaucoup changé le paysage de politique pour la politique africaine-américaine. Ensuite, je n'ai pas répondu sur Clarence Thomas. Alors, c'est une affaire qui date de 91. Et en fait, Clarence Thomas était nommé à la Cour suprême, avait été ensuite accusé par, je ne sais plus comment elle s'appelait, Anita Hill, avait été accusé d'une série d'agressions sexuelles contre elle. Voilà. Et dans l'affaire, à l'époque, Biden était sénateur, nommé à la commission qui était chargée d'examiner Clarence Thomas. Et il avait en fait... Les membres, par ailleurs, étaient des Blancs de cette commission-là. C'était un exercice assez affreux. Je crois qu'il y avait 8 sénateurs, un truc comme ça, qui ont dédouané le juge Clarence Thomas, qui est un juge noir, nommé à la suprême, voilà, qui l'ont complètement dédouané de toutes les accusations d'attaques sexuelles. Voilà. Donc, c'était pas très glorieux, ça c'est certain. Mais Biden a plus ou moins fait oublier l'incident, parce qu'il a fait oublier beaucoup de choses. Parce qu'il fallait quand même que quelqu'un se batte contre Trump, et il ne fallait pas trop ramener ce type d'affaires en année électorale, et il a réussi à faire oublier le truc. C'est pas ressorti, ça a judicieusement pas ressorti dans les médias cette année. Voilà. Donc les démocrates sont corruptibles. C'est la conclusion que je tire. J'aurais jamais dit le contraire. C'est la conclusion que je tire de cette dernière remarque. Est-ce qu'il y a encore une intervention, une question? Oui, j'avais une question encore, une question d'ailleurs un petit peu naïve. Hein. On a beaucoup parlé, et à juste titre d'ailleurs, du vote des Afro-Américains, mais dans les statistiques que vous avez alléguées, dans les statistiques dont la presse a fait état, je me demandais selon quels critères les électeurs et les électrices peuvent apparaître en tant que noirs. Et deuxième question, selon ce critère, il semble qu'en nombre, les électeurs noirs, entre guillemets, le critère me semble quand même racial, sinon raciste, quoi qu'il en soit, selon ce critère-là, les électrices et les électeurs noirs qui ont voté pour Trump à l'occasion de la première élection de Trump ont été moins nombreux qu'ils ne l'ont été maintenant à l'occasion de cette seconde élection. Même si, évidemment, proportionnellement, on sait que le nombre des électrices et des électeurs, le nombre global des électrices et des électeurs a été beaucoup plus élevé. Je pense que l'instrument du sondage de sortie des urnes est un instrument très, très inexact, imprécis. Ce sont des estimations qui sont un peu hasardeuses toujours. Et cette année, plus encore parce que la plupart des gens ont voté par correspondance et il n'y avait pas de sortie des urnes au sens littéral.
Mais ce qu'on sait, c'est que le pourcentage de l'électorat noir qui vote pour les républicains reste infime, mais un peu moins infime cette année, effectivement, qu'en 2016. Pourquoi? Mystère. Semble-t-il, il y a plus d'hommes, moins de femmes, plus d'hommes noirs, mais marginalement, qui ont voté Trump plutôt que Biden. Pourquoi il y a une sorte d'appel de machisme là-dedans, ou du nationalisme, ou de les deux à la fois, qui arrive parfois à dépasser le fait qu'on a en face le plus grand diviseur et raciste de l'histoire des États-Unis. Bon, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais ça concerne une minorité. De même qu'on pourrait dire des choses similaires à propos du petit pourcentage des Latinos qui ont voté Trump, moins petit, mais il y a aussi, il faut faire comprendre dans le cas des Latinos, qui représentent une quinzaine de millions de lecteurs cette année, que les différenciations sociales entre Latinos font que la catégorie ethnique n'est qu'une façon de capter cette population. C'est l'instrument que nous donne le recensement, il vaut ce qu'il vaut, il ne se veut pas raciste, mais comme mode de distinction, c'est un instrument qu'il faut recouper avec une analyse de classe, de genre et d'autres analyses que la sociologie nous permet, mais que le recensement ne permet pas. Excuse-moi, on n'a pas répondu à ma question de fond. Comment est-ce qu'on arrive à identifier parmi les votes un vote qui viendrait d'une personne catégorisée comme noire? Ma réponse était qu'on y arrive mal parce que le sondage de sûreté des urnes ne donne qu'une estimation statistique. C'est un échantillon que l'Institut en question, l'Institut Edison, considère comme suffisamment représentatif pour être un échantillon bon, à peu près indicatif. On sait grâce à ça qu'une majorité de Blancs a voté pour Trump, une majorité plus grande encore d'hommes blancs a voté pour Trump, qu'une minorité d'hommes blancs ont voté pour les démocrates nationalement, ce qui est terrible, mais c'est comme ça, alors que 90% des Noirs ont voté nationalement pour les démocrates plutôt que pour les républicains. Bref. Une autre intervention peut-être? Sur les questions Oui. écologiques, j'ai vu pas mal de papiers dans la presse américaine qui quand même crient déjà au scandale, à juste titre, avec le fait que Biden vient de nommer comme responsable de la personne qui va s'occuper du réchauffement climatique et des questions écologiques, un ancien de l'industrie chimique et un ancien lobbyiste et personnage les plus importants de l'industrie, de la grosse industrie lourde chimique américaine. Est-ce que pour vous, c'est un signal quand même assez inquiétant de ce que va être la politique de Biden? Mauvais signal, mais je ne me fais aucune illusion. Il va falloir le pousser au-delà de où les démocrates veulent aller. Ça va être intéressant. C'est un très mauvais signe. Je l'ai noté hier soir. On attend, on ne sait pas encore qui va mettre à la politique étrangère, qui au Trésor, mais ce sont des nominations stratégiques et je ne m'attends pas vraiment à autre chose que Obama, Clinton, etc. C'est cette famille-là du Parti démocrate qu'il s'agit. On ne se fait aucune illusion là-dessus. Il y a une politisation qu'il n'y a pas eu d'une certaine manière depuis des années, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tous les clivages qu'a créé Trump, il y a une remontée de la politisation qui est quand même très importante, quoi, qui n'était pas aussi nette ces dernières années, quoi. Depuis l'élection d'Obama 2008, il n'y avait pas eu une telle passion pour l'enjeu politique. Disons que la gauche ayant un peu de conscience historique, à commencer par Bernie Sanders, qui ne se trompait pas là-dessus, à mon avis, il fallait appeler à voter Biden dans le cadre d'une sorte de front antifasciste. Le mot n'est pas trop fort. On était vraiment dans une dynamique autoritaire qui risquait d'aller beaucoup plus loin dans le cas d'un deuxième mandat Trump. Donc, il fallait vraiment éloigner ce danger et c'est fait dans des conditions un peu précaires pour les démocrates. Et bon, les batailles devant nous sont terribles, mais il fallait, comme disait Cornel West, pour le citer encore une fois, il faut aller pousser ce candidat au-delà de la ligne d'arrivée. Il fallait le pousser, mais bon, maintenant, on n'y fait pas énormément confiance, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rapport avec les démocrates va être très critique.
Merci. J'ai vu quelqu'un s'inscrivait pour une question, peut-être la dernière. Moi, j'aimerais bien entendre parler un petit peu éventuellement des syndicats, parce qu'en France, voilà, les syndicats ont quand même leur place dans la promotion des idées de gauche. Et voilà, qu'est-ce qu'il en est aux États-Unis? Un des points faibles de la gauche en question, que je n'ai pas eu le temps d'aborder, c'est la faiblesse historique des syndicats, qui sont au point le plus faible depuis très très longtemps. Je pense qu'Olivier en fait une spécialité d'études. Je préfère lui laisser la parole pour parler de ça. En tout cas, déjà, globalement, donc, il y a un lien entre les syndicats et le soutien au Parti démocrate, ça c'est permanent. En général, les syndicats, ils commencent la primaire dans le Parti démocrate avec leur propre candidat un petit peu de témoignage. Enfin, ça dépend des primaires, mais il y a eu souvent des épisodes où ils avaient un candidat qui ensuite se ralliait au candidat démocrate mainstream principal. Hein, là, cette fois-ci, je crois ils ont désigné, selon les différentes structures syndicales, mais ils ont désigné leur préférence pour différents candidats démocrates, et puis après, ils se sont très facilement ralliés à Biden. Il y a peut-être sur les marges un peu du mouvement syndical, il y a des petites particularités avec des syndicats qui ont des traditions un petit peu plus radicales, comme United Electric, le syndicat des UE, le syndicat des électriciens, qui lui a souvent apporté son soutien, par exemple, aux actions d'ISA, des démocratiques. Les infirmières. Les infirmières aussi, les Nurses of California. Voilà, des différentes petites fédérations comme ça qui ont un petit peu poussé les DSA dans les différents candidats. Voilà. Il y a des petites marges de manœuvre comme ça, mais globalement, les grosses centrales, elles sont alignées sur les grosses fédérations, elles sont alignées sur Biden. Et voilà. Je ne sais pas si là, elles reprennent comme le discours depuis fort longtemps. C'est un discours protectionniste, c'est-à-dire y compris garder l'emploi en Amérique, signons des contrats syndicaux, syndicalisons tel ou tel site, plutôt que d'aller en fait, ils ont négocié, par exemple le AW a négocié avec General Motors ou d'autres pour syndicaliser des sites en échange de la promesse de ces groupes de ne pas partir au Mexique, en gros. Voilà comment ça se passe depuis une dizaine d'années. Et donc avec tout un discours sur donc le protectionnisme, garder notre emploi, gardons l'emploi aux États-Unis, qui est complètement le discours de Biden dans cette élection. Hein. Mais en fait, l'ambiguïté, je dirais, c'est que d'une certaine manière, ce discours sur America First, le protectionnisme et l'emploi américain, c'est aussi le discours de Trump. Donc ça a ouvert d'une certaine manière cette forme de politique protectionniste. Ça a ouvert aussi la porte à ce que ceux qui suivent les syndicats américains, un certain public ouvrier blanc, etc., puissent aller voter Trump, parce que finalement, ils retrouvent une partie de ses idées dans le défendons la production américaine, etc. Quelle est la réalité de la gauche extra-parlementaire? L'essentiel de la gauche est extra-parlementaire. C'est la pointe émergée de la gauche qui est parlementaire, mais qui commence à émerger réellement. Elle commence à être beaucoup plus visible qu'avant, mais il y a une implantation dans des mouvements sociaux qui caractérise la gauche dans son fond, je pense. Et la question que je me posais dans mon exposé, c'est la capacité de fédérer tout ça à l'échelle nationale et d'en faire un vrai acteur politique à l'échelle nationale. Et je vois les possibilités de ça plus fortes que jamais dans les années à venir. Il y a, quand on cherche un peu, il y a des mouvements sociaux qui se méfient un peu de tout ce qui sent trop le système électoral. Mais je pense que comment dire, ce clivage mouvement système politique est en train de diminuer paradoxalement dans les années à venir. Je disais, et je le pense vraiment, que le mouvement Occupy Wall Street était une sorte de irruption
pas tout à fait spontanée, mais en grande partie spontanée, d'une mouvance anticapitaliste de jeunes New-Yorkais dans un premier temps, souvent diplômés et frustrés d'emploi à l'issue de leurs études, et se méfiant de toute forme de représentation politique, se méfiant des partis politiques. Mais on est une demi-génération au-delà de Occupy maintenant et la demande. De tous ceux qui se méfient du capitalisme, c'est plutôt d'aller dans une direction plus politique, y compris parlementaire, mais pas exclusivement parlementaire. Un parlementarisme branché sur le mouvement social, enraciné dedans. Est-ce que je vous ai convaincu? Je ne sais pas. En tout cas, vous nous avez informés. Il y a par ailleurs des mouvances, comment dire, vous allez sur la côte ouest, du côté de San Francisco, vous trouvez des mouvements anti-impérialistes, anti-guerre, qui sont dans une mouvance vraiment d'extrême gauche qui ne veut pas toucher jamais, même avec qui ne veut pas toucher ni de loin au Parti démocrate, qui n'ont pas élu ce terrain de lutte, mais ils sont là. Merci à tous, merci aux conférenciers, merci à Samar. Et à bientôt. Donc, on se retrouve en décembre avec Michel Houellebecq. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.